On va s'attaquer au stack, au queue et à leurs dérivés, ainsi qu'à la hiérarchie des collections. Comment éviter certaines collections comme stack et vector. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin avec les collections Java. Mais cette fois-ci, on va s'attaquer au stack, au queue et à leurs dérivés, ainsi qu'à la hiérarchie des collections. Si vous vous êtes déjà posé des questions sur le choix des bonnes collections pour vos projets, c'est peut-être le moment idéal. Et on va aussi voir comment éviter certaines collections comme stack et vector et quels sont les choix modernes plus adaptés comme deck et current collections. Alors, venez voir tout ça avec nous dans l'écran noir. Bienvenue dans notre écran noir. Espérons que vous êtes déjà tous dans votre écran noir chez vous. Nous allons nous attaquer au framework collection de Java, mais de manière avancée, parce que dans les vidéos précédentes, je me rappelle qu'on a eu une série de vidéos où on a parlé de hashmap, hashset, treemap, treeset. Ouais. Cette fois-ci, nous allons essayer de comprendre comment tout ça fonctionne de manière en fait plus approfondie. D'accord? Ok. Donc, nous allons suivre cette roadmap. Dans un premier temps, nous allons voir la hiérarchie des collections EMAP en Java. Nous allons voir aussi ce que c'est collection linéaire, collection associative. Puis, nous allons nous intéresser au stack et queue. Quels sont les pièges à éviter? Et enfin, on va s'intéresser aux collections concurrentes. Je sais qu'on n'a pas encore fait de la concurrence en Java, mais on va s'intéresser aux collections concurrentes pour finir avec tout simplement les collections. Le framework Java Collections est inclus dans le package java.util. Le framework fournit des interfaces, des classes et des algorithmes qui facilitent la manipulation des collections de données telles que les listes, les ensembles, les files d'attente et les cartes. Tout en haut de la hiérarchie, on y trouve deux interfaces, collection et map. Justement, j'avais une question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on utilise des chevrons et à l'intérieur, on y met des lettres? Alors, dans ces interfaces, on utilise des lettres à l'intérieur des chevrons pour dire que on prend des types génériques, n'importe quel type de données. OK? Ça veut dire on peut avoir une collection de tables, une collection de chaises, une collection de prix, c'est-à-dire n'importe quel type de collection. OK? Dans le cas de map, on voit qu'il y a deux lettres, K et V. N'oubliez pas que map stocke les éléments de manière associative, c'est-à-dire clé-valeur, sous forme de clé-valeur. OK? Donc, le K indique le type de la clé et V indique le type de la valeur. Ouais. Donc, K et V aussi, c'est des types génériques. Vous l'aurez compris, collection stocke les éléments de manière linéaire et map stocke les éléments de manière associative. Voyons maintenant une liste de sous-interfaces qui héritent de collections. Ok. On a une interface list, set, queue, deck. Alors, l'interface list est une collection ordonnée qui peut contenir des éléments dupliqués. Maintenant, passons à l'interface set. L'interface set, c'est une collection qui ne peut pas contenir d'éléments dupliqués. Ah oui, d'accord. Si on veut avoir une liste qui n'a pas d'éléments dupliqués, on va utiliser un set. L'interface queue, collection qui suit une structure de file d'attente FIFO. FIFO, first in, first out. C'est comme une file d'attente devant un restaurant. D'accord? Et l'interface deck, c'est une collection qui suit une structure de file doublement terminée. Ça, c'est un peu compliqué. Alors, deck, la vraie définition, c'est double-ended queue. Double-ended queue. C'est-à-dire, tu peux retirer des éléments à la fin ou au début. Ouais. Alors que dans une queue, tu peux retirer des éléments qu'au début. Ouais. Parce que c'est FIFO. First in, first out.
le premier élément qui est rentré dans la queue, c'est le premier élément que tu vas utiliser quand tu veux t'en servir. D'accord, oui. Mais pour un double-ended queue, qui est deck, ben, tu peux retirer l'élément soit devant ou derrière. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, un deck hérite de queue. Ouais. Cette interface hérite de l'interface queue qui hérite de l'interface collection. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement que deck hérite de queue? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que deck et queue, ce sont deux interfaces. Et on a vu dans une vidéo précédente qu'une interface définit un ensemble de fonctionnalités. Ce qui veut dire qu'il y a un ensemble de méthodes non implémentées que les classes qui implémentent cette interface doivent obligatoirement implémenter. Oui. Donc, d'un côté, il y a queue qui amène son lot de fonctionnalités, comme offer ou bien poll, tu vois. De l'autre côté, on a deck qui amène son lot de fonctionnalités aussi. Par exemple, add first, add last, remove first, remove last. Si deck hérite de queue, Oui. ça veut dire si une classe vient implémenter l'interface deck, cette classe est obligée d'implémenter non seulement les fonctionnalités de deck, mais aussi celles de queue. Oui. Parce que la classe doit implémenter toutes les fonctionnalités des interfaces dont elle implémente. Oui. La classe implémente l'interface deck, mais sauf que l'interface deck hérite de queue. Maintenant, voyons quelques implémentations de l'interface list. Nous avons ArrayList. ArrayList, c'est une liste dynamique qui utilise un tableau sous-jacent. On l'utilise très couramment dans la programmation. D'accord. Oui. Voilà, on va toujours rencontrer ce type de liste. Nous avons aussi les linked lists. Les linked lists, c'est une liste qui utilise une liste doublement chaînée. Ce qui veut dire un élément a la référence de l'élément qui est avant lui, aussi la référence de l'élément qui se trouve après lui. Voilà, c'est une liste chaînée. D'accord. Nous avons aussi les vecteurs. Les vecteurs, en fait, c'est une version synchronisée de ArrayList, mais elle est généralement moins utilisée aujourd'hui. En fait, c'est, pour tout vous dire, vecteur, c'est une classe parent de stack. Les stacks qu'on utilise pour faire des piles, Ouais. cette classe hérite de vecteurs. D'accord. OK? Donc, c'est beaucoup moins utilisé aujourd'hui la classe vecteur due à sa performance. Voyons à présent quelques implémentations de la sous-interface set. Nous avons le hash set. Le hash set, en fait, est basé sur une table de hachage sans ordre spécifique. Mais quant au triset, il utilise un arbre binaire de recherche, ce qui maintient les éléments dans un ordre trié. Nous avons aussi le linked hash set. Ça permet de préserver l'ordre de l'insertion des éléments. Voyons aussi quelques implémentations des queues. Comme c'est une interface, il y a des classes qui implémentent cette interface. Okay? Nous avons linked list. Vous allez me dire, ouais, mais linked list, on l'a vu aussi pour les listes. Effectivement, linked list implémente list, mais aussi queue. OK? D'accord. Donc, pas besoin d'expliquer ce que c'est une linked list, vous le savez déjà. Passons maintenant à la priority queue. En bon français, liste par priorité. D'accord? C'est une file d'attente, OK, où les éléments sont extraits en fonction de leur priorité. Pas nécessairement dans l'ordre d'insertion, OK. en fonction de leur priorité. Très bien. Puis nous avons la classe ArrayQ. En fait, la classe ArrayQ utilise un tableau sous-jacent pour stocker les éléments. Et comme c'est une queue, tout naturellement, ça respecte le principe FIFO. First in, first out. Puis, nous allons voir quelques classes qui implémentent l'interface deck. Nous avons encore une fois linked list,
comme on l'a vu dans list, on l'a vu dans deck. Notre linked list implémente aussi l'interface deck. D'accord. Nous avons aussi la classe concurrent linked deck. Pourquoi concurrent linked deck? En fait, concurrent linked deck, on a le mot concurrency, ou bien la concurrence en Java. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça nous permet de travailler dans un environnement multi-threading. OK? Quand tu veux gérer plusieurs threads. Alors, un concurrent linked deck est conçu pour être une deck thread safe. Thread safe, c'est-à-dire qu'elle permet des opérations sécurisées dans des environnements multi-thread, sans nécessité de verrouillage explicite. Nous avons aussi la classe ArrayDeck qui implémente l'interface deck tout naturellement. La classe ArrayDeck permet une accessibilité rapide à partir des deux extrémités. Enfin, nous allons voir les collections associatives, donc les maps. On voit ici une sous-interface SolidMap. SolidMap représente une carte dans laquelle les clés sont automatiquement triées dans un ordre spécifique, soit selon l'ordre naturel des clés, si elles sont comparables, soit en utilisant un comparateur fourni lors de la création de la map. Nous avons listé un petit peu deux classes pour vous en fait qui implémentent cette map. Nous avons la tree map, nous avons concurrent skip list map. En Java, quand on voit concurrent devant le nom d'une classe ou quelque chose, ça doit nous faire penser au multithreading, ça doit nous faire penser à la concurrence. OK? Donc, ça, on l'a déjà vu. Et nous avons deux classes qui implémentent directement l'interface map. Nous avons la hashmap et la linked hashmap. La hashmap, en fait, c'est la map la plus courante. Je peux même dire c'est la plus utilisée. OK? Elle est basée sur une table de hachage. Les clés et les valeurs sont stockées sans ordre spécifique. Et la linked hashmap, c'est une map qui maintient l'ordre d'insertion des clés. Linked hashmap maintient l'ordre d'insertion des clés. Retiens ça. D'accord. Bien. Nous allons voir maintenant le deuxième point de notre roadmap. Collection linéaire et collection associative. Les collections linéaires sont des structures qui stockent des éléments dans un ordre précis, permettant un accès séquentiel. Exemple, liste, queue et deck. Les collections associatives stockent des paires clés-valeurs, permettant un accès rapide aux valeurs via leurs clés. Exemple, map, hashmap, treemap et link hashmap. Passons maintenant à un sujet souvent mal compris, stack et queue. Ces deux structures sont des collections très populaires dans les algorithmes, mais il y a quelques pièges à éviter. Commençons par stack. C'est une structure de données de type LIFO, last in, first out, c'est-à-dire que l'élément le plus récemment ajouté est celui qui sera retiré en premier. Nous allons implémenter une petite méthode qui permet tout simplement d'utiliser des stacks. OK? Public, statique, void, utiliser stack. Pourquoi pas? Ouais. Alors, nous allons créer une stack de type string. Pourquoi pas? Une stack de langage. New stack. Bien. Nous allons ajouter quelques langages. OK. Les langages. Point. Push. On va pusher quoi? On va pusher Java. OK.
On va lui donner quoi d'autre? Peut-être JavaScript. Ouais. Push JavaScript. Et on va aussi pusher C++. Okay. Bien. Si on veut afficher le dernier élément de la liste, ok, allez, dernier élément, ce sera quoi? Ce sera langage point pick. N'oubliez pas que pick ne retire pas l'élément de la liste. On fait juste une consultation. Ok? Oui. Et puis on va supprimer le dernier élément de la liste. On va dire stack, pas stack, langage point pop. Avec la méthode pop, on supprime le dernier élément de la liste. On le retire de la liste. Ok? Donc ça on le sait déjà, on l'a déjà vu. Système 6O. Donc on va refaire exactement la même chose ici. On récupère ça. Après suppression, on va dire après suppression du dernier élément. Ça, c'est pas cool, ça? Oui. Très bien. On va appeler notre méthode ici. On va dire utiliser stack. Bien, ça c'est cool. On lance l'application. Un petit clic d'abord. Oui. On lance notre application. Qu'est-ce qu'on a? On a dernier élément C++. Dernier élément après suppression du dernier élément JavaScript. C'est normal. Oui. On avait le premier élément qui était Java, deuxième JavaScript, troisième C++. Le premier affichage nous dit c'est bien C++ le dernier élément. Et on supprime le dernier élément. Oui. Et puis on affiche après avoir supprimé le dernier élément. Donc c'est bien JavaScript. Ça c'est cool. Super. Ok? Oui. Bien que la stack soit pratique, il est recommandé de ne pas utiliser la classe stack directement en raison de ses anciens mécanismes de synchronisation qui peuvent ralentir les performances dans les environnements multithread. À la place, utilisez Deck. En effet, Deck, Double-Ended Queue, ça offre des fonctionnalités similaires à Stack et à Queue, mais de manière plus performante et flexible. Vous pouvez l'utiliser pour gérer les piles et des files d'attente. OK? D'accord. Maintenant, nous allons créer un exemple d'utilisation de Deck. Public, statique, void, utiliser Deck. Bien. Alors, ce qu'on va faire, on va créer la même chose, une Deck de langage. OK? On va dire Deck string. Cool. On va dire langage. Pourquoi pas? Égal. New array deck. Je ne peux pas dire new deck. Pourquoi? Parce que deck est une interface. D'accord. On doit utiliser l'une de ces implémentations. On a choisi d'utiliser array deck. Et puis, ce qu'on va faire, on va dire langage. Point push. On va mettre Java. Langage. Point push. JavaScript. Pourquoi pas? Oui. JavaScript. Et puis, langage. Point push. C++. Ça, c'est cool. Et on va faire exactement la même chose. On va faire un petit copier-coller, parce que c'est exactement la même chose que je vais faire. Donc, je fais un petit copier-coller. C'est juste pour vous montrer que je peux remplacer et stack par deck. J'utilise exactement la même chose. D'accord? D'accord. Donc, on va écrire un petit 6O ici pour délimiter tout ça. OK? Tac. Utilisation de deck. Voilà. Cette méthode, Oui. on va l'appeler ici. Utiliser deck. Parfait.
Clear. OK. Ça, c'est la stack, on est d'accord. Oui. Et ça, ici, on a utilisation de deck. On a les mêmes résultats. OK? Oui. On a les mêmes résultats. En gros, utiliser deck au lieu de stack permet de bénéficier d'une meilleure performance et vous pouvez toujours obtenir un comportement LIFO. Passons maintenant aux collections concurrentes. Quand vous travaillez dans un environnement multithread, certaines collections doivent être utilisées pour éviter les conflits d'accès simultanés. Examinons 3 collections concurrentes majeures. Nous avons Copy on Write ArrayList, Concurrent HashMap et Blocking Queue. Les Copy on Write ArrayList est une liste qui permet une lecture concurrente sans verrouiller, mais qui crée une nouvelle copie de la liste chaque fois qu'un élément est modifié. Cela peut être très utile si vous avez plus d'opérations de lecture que d'écriture. Voyons tout ça ensemble dans un exemple. Pour mieux vous expliquer, nous allons créer une méthode qui permet d'utiliser la classe Copy on Write ArrayList. D'accord? Donc, on dit public static void utiliser copy on write array list. Bien. Alors, ce qu'on va faire, nous allons créer un objet de type copy on write array list. OK? Copy on write array list de type string, c'est une liste tout simplement, égale new copy on write array list, parce que copy on write array list c'est une classe et non pas une interface. Donc on est bon. Maintenant, sachant que ce genre de classes on doit les utiliser quand on est dans un environnement multithread, nous allons simuler un environnement multithread. Nous allons créer 3 threads. Donc le premier va nous permettre d'alimenter cette liste. OK, on va dire ici. Et on va créer le thread numéro 1 qui permet tout simplement d'ajouter des éléments dans la liste. OK? Oui. Ajout des éléments dans la liste. Bien. OK? Bon, pour créer un thread, on ne va pas faire compliqué. On va dire thread 1. Il y a plusieurs façons de créer un thread, mais nous, on va le créer comme ça. Thread 1 égale new thread. Tu vois, il y a plusieurs constructeurs. On a ici plusieurs constructeurs. Ce qu'on va utiliser ici, c'est l'interface Runnable. On va lui donner un lambda, si tu veux. C'est une petite fonction fléchée que tu lui donnes. À l'intérieur de cette petite fonction fléchée, tu vas définir un petit peu le code à exécuter. Et on va ajouter 3 éléments à cette petite liste. Okay? On va utiliser une boucle for pour pouvoir alimenter notre ami. On va dire for int i égale 0, i inférieur à 5 parce qu'on veut ajouter 5 éléments, d'accord? I plus plus. Bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire list.add. À l'intérieur, on dit list.add pour pouvoir mieux identifier quel thread qui est en train d'utiliser qui est en train de... Pour pouvoir mieux voir quel thread qui est en train d'insérer l'élément, on va mettre le nom du thread. OK? D'accord, oui. Thread 1. On va concaténer avec tout simplement i, qui est l'itération. À chaque tour de boucle, nous allons simuler qu'une opération est en cours de traitement. Comme quoi, on simule un temps d'attente. D'accord? D'accord. Donc, on va faire un petit try catch. Je vais t'expliquer pourquoi je fais try catch après. L'exception qui ne va pas être traitée de toute façon. OK? On va dire ici thread.sleep. On va slipper. Mais on va slipper une demi-seconde d'une opération
liste de traitement. Voilà, on prend notre temps. Voilà. Ici, s'il y a un problème, on peut dire thread.current thread.inter. S'il y a un problème, on interrompt tout ça. Il n'y a pas de problème. Là, nous avons notre premier thread qui est créé, qui permet tout simplement d'ajouter 5 éléments dans notre liste. Maintenant, nous allons créer un deuxième thread qui cette fois-ci va faire une lecture. Ok? On va dire créer un thread, créer le thread 2. Voilà, le thread 2. Ok, lire les éléments. Bien. On va dire, on va faire exactement la même chose. Hein. Thread 2, new thread. Cool. À l'intérieur, on va utiliser une fonction fléchée. Et c'est là qu'on va faire une lecture. Pour lire, on va faire une boucle. Alors, nous allons parcourir la liste pour pouvoir lire les éléments. Ok? Oui. Bon, on va utiliser la liste qu'on a, ça s'appelle liste. Bravo. Point for each. On va utiliser la méthode for each. Ok? Oui. Élément. Cylinder expression comme ça, tranquillement. Et à l'intérieur, nous allons afficher avec un petit 6O. Bien. On va dire thread 2. C'est bien thread 2 qui est en train de lire la chose. Hein? Oui. Thread 2, lecture. Pourquoi pas? Et puis, on va tout simplement mettre l'élément en question. Ça, c'est cool. Sauf que, à chaque tour de boucle, nous allons faire un petit slip. Ça va simuler qu'une opération de traitement est en cours. Donc, on va faire un petit copier-coller hein, pour ne pas perdre du temps. On va copier tout ça. Au lieu de mettre 500, je vais mettre 750. Ok? 750. Bien. Là, on vient de simuler un deuxième thread. Ok. Nous allons maintenant créer un troisième thread. Le but, c'est de modifier la liste. D'accord. C'est parti. Ok. Nous allons avoir un thread. Créer le thread. Okay. Créer et thread 3 qui fait tout simplement une modification de la liste. Bien. Thread 3 égale new thread. Bien. Bien. Ici, nous allons parcourir la liste et modifier tous les éléments de cette liste. Okay? D'accord. Oui. On va utiliser cette même boucle qu'on a ici. On va l'utiliser. On ne va pas s'embêter. Petit copier-coller. Cette fois-ci, c'est thread 3. Comme quoi, à chaque tour de boucle, on va faire un petit add de thread 3. C'est-à-dire, on modifie notre liste. On continue d'ajouter des éléments dedans. D'accord. Ok. Oui. Bien. Cette fois-ci, on va dire une seconde. Toutes les secondes, il y a quelque chose qui se passe. Bon. C'est si on veut. Hein. Mais c'est très intéressant. On a thread 1 qui ajoute des éléments à la liste. Oui. Thread 2 qui va lire, qui accède en lecture. Il y a thread 3 qui accède en écriture, qui va aussi ajouter des éléments. D'accord. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de démarrer les threads. Il y a les méthodes start à appeler sur les threads. On va dire thread 1.start thread 1.start start. Bien. Ah, j'ai pas écrit thread. Voilà. Thread 1 start. Thread 2 start.
thread 3. Donc, je viens de démarrer mes 3 threads. OK. Maintenant, on a démarré nos 3 threads. Nous allons attendre que les threads se terminent. OK? Oui. Donc, on va dire attendre que tous les threads terminent. Pour ce faire, on va faire thread 1.join, thread 2 join, thread 3 join. Bien. Il faut faire un try catch. Try catch. Exception. Tout doux. Voilà, c'est juste pour le test. On fait un petit tout doux. OK? D'accord. Et puis, quoi qu'il arrive, il faut un petit finally. Hein? Quoi qu'il arrive, affiche-moi la liste finale. 6O. On va dire liste finale. Petite concaténation. Hein? Ouais. On va mettre la liste. Bien. Maintenant, avant de lancer l'application, nous allons tout simplement faire un petit truc esthétique. Hein. Par exemple, en thread 1, on met un petit tiret. Comme ça, on sait que ça, c'est le nom du thread et ça, c'est l'indice. OK? Oui. On va aussi dans thread 3, on fait exactement la même chose. Parce que le but, en fait, c'est que thread 3 insère des données dans la liste. Et thread 1 aussi fait exactement la même chose. OK? Donc, on va maintenant lancer l'application. Ce sera beaucoup plus lisible pour comprendre en fait ce qui se passe. On lance l'application. Quand on lance, qu'est-ce qu'on a? Alors. On a une attente là. Hein? OK. Alors, la liste finale, c'est quoi? On a les thread 1 qui a inséré quelque chose. On voit, c'est l'indice 0. Oui. On a thread 3 qui prend le relais. Indice 0 aussi. On a thread 1, thread 3, thread 1 encore, thread 3 et thread 1, thread 3. C'est-à-dire, et c'est pas le thread 1 qui fait son taf et puis après le thread 3 va faire son taf. Non. C'est-à-dire, ils peuvent interagir avec cette liste de manière simultanée. C'est pour cela que il n'attend pas que thread 1 se termine. Sinon, tu aurais eu une liste de thread 1 avant et puis après, tu auras tous les éléments que thread 3 aurait enregistrés. L'un ne bloque pas l'autre. C'est ça le but en fait. Passons maintenant à Concurrent HashMap. Contrairement à une HashMap classique qui n'est pas thread safe, Concurrent HashMap permet d'accéder et de modifier des éléments dans une carte tout en assurant la sécurité dans un environnement multithread. Nous allons tout simplement voir un exemple concret où on utilise Concurrent HashMap. Pour ce faire, nous allons créer une méthode publique statique void qui est utiliser Concurrent HashMap. Bien. Nous allons créer un objet de type Concurrent HashMap. Oui. OK? On va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. OK? D'accord. Concurrent HashMap de type string. Et puis, on va dire integer. Pourquoi pas? Bien. On va dire, on va faire une map de langue. Bien. D'accord. Et c'est un new concurrent HashMap. Parce que concurrent HashMap, c'est une classe. Bien. Nous allons alimenter notre concurrent HashMap. Map languages.put Java 1. Valeur 1. Exactement la même chose pour JavaScript. Put JavaScript, on va donner une valeur 2.
On va faire la même chose pour C++. Très bien. Là, nous avons 3 éléments dans notre map. Java, valeur 1. JavaScript. JavaScript, valeur 2. Et C++, valeur 3. Nous allons créer 3 threads. Premier thread, thread 1, qui permet de modifier la map. Mettre à jour la map. Bien. On va dire thread 1 new thread. Bien. Notre thread sert à mettre à jour l'élément Java. Ok? Nous allons tout simplement dire map.lang.put. On va utiliser Java et on va donner une nouvelle valeur. Cette fois-ci, ce sera 10. Ok? Oui. Bien. Et on va simuler un temps d'attente. On va utiliser un bloc try catch tranquillement. Mais avant de simuler ce fameux temps d'attente là, vaut mieux afficher une petite information. Thread 1, mise à jour. Bien. On peut dire map language.get Java. On va voir un petit peu est-ce qu'on a l'information. Et là, on va tout simplement faire un petit try catch pour pouvoir simuler ce temps. D'accord. Thread.sleep. Ça nous force un petit peu à utiliser un try catch en thread.sleep. D'accord? Catch on exception. Bien. Et ici, on peut tout simplement interrompre le current thread. .interrupt. Bien. Là, je viens tout simplement de mettre à jour une entrée de notre map en utilisant le thread 1. Nous allons maintenant accéder en lecture et avec un autre thread. On va simuler tout ça. Thread 2 égale new thread. Bien. Alors, on a dit que thread 2, ça permet de lire la map, ok? Oui. On va dire thread 2, lecture de la map. On va tout simplement faire une boucle. On va parcourir en fait notre map. Map languages.for each. Notre for each va avoir key value. On va utiliser les lambda. Bien. Et là, on peut afficher ce qu'on veut. Ce qu'on va afficher ici, c'est un petit 6O. On va faire un petit 6O d'abord. 6O, pourquoi? Thread 2. Qui fait thread 2? Ben, lecture. Lecture. Fais ça comme ça. Et puis, après tout ça, on est dans la boucle. On va tout simplement simuler un temps d'attente. Ok? Là, on avait combien? 100. On va mettre 150. On va mettre 150. Bien. On vient de faire notre deuxième thread. Nous allons faire un troisième thread qui nous permet tout simplement de encore mettre à jour. Ok? D'accord. On va tout simplement faire un thread de modification. Troisième. On va dire thread 3. Modification. Notre élément dans la map. Modification. Dans la map. Bien. On va créer notre fameux thread. Thread 3. New thread. Fonction fléchée. Bien. Ok. Là maintenant, on va mettre à jour un autre élément. Quel élément que je pourrais mettre à jour? Je vais mettre à jour C++, pourquoi pas.
Ouais. Je vais faire un petit copier-coller pour ne pas m'emmerder. Je mets ici, je vais juste changer Java en C++. 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 OK? Et on va mettre un temps d'attente un peu plus long. On va mettre 200 de préférence. OK? Oui. Bon, là, en simulant, là, c'est pas thread 1, c'est thread 3. Bien. Tout ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de démarrer les 3 threads. Oui. On va démarrer. Voilà. Démarrage. Voilà. Thread 1, constate. Pareil pour thread 2. Pareil pour thread 3. Bien. On les a démarrés. Maintenant, il nous faut attendre que les threads se terminent. Oui. OK. Donc, pour pouvoir attendre, on va faire un petit join. Thread 1.join. Bien. Thread 2. Thread 2.join. Thread 3. Join. On attend que ça se termine. En cas d'erreur, on catch l'erreur. Bien. Bon, pour l'instant, on fait rien. C'est pas le but, en fait. Et finalement, on va faire quelque chose. Finalement, ce qu'on va faire, on va afficher la map finale, tu vois. On va dire affichage final après toute modification concurrente. Bien. Et pour ce faire, on a qu'à faire un petit 6O. Ça, c'est cool. Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut qu'on fasse appel à cette méthode. Oui. Bien. On va peut-être délimiter si on veut. Hein. Ok. On va délimiter, mais c'est si on veut. Je pense qu'on veut. Oui. Avec le nom de la méthode. Cool. Et ce qu'on peut faire encore, c'est de ne pas laisser tout ça s'exécuter. Parce qu'on est en train de tester utiliser concurrent HMAP. Bien. On va lancer l'application pour voir ce que ça va nous donner. On clear et on relance. Qu'est-ce qui est écrit? Thread 1 mise à jour 10. Thread 3 mise à jour 10. Ah oui, là, il a mis 10 aussi, Thread 3. On n'a pas mis à jour. Donc il faut peut-être qu'on fasse autre chose. Pas 10 pour Thread 3. On peut mettre 30. Comme ça, on sent qu'il y a cette modification. OK? OK. Donc, on va mieux simuler tout ça. Un petit clair. On relance l'application. OK? Pour mieux comprendre. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on a? On a Thread 1 qui est passé, qui fait une mise à jour à 10. Thread 1, qu'est-ce qu'il met à jour? Ben, Thread 1, il met à jour Java. Donc, on a Java qui est passé à 10. Initialement, Java était à 1. Donc, du coup, il y a Thread 3 qui est passé aussi, qui a fait une mise à jour à 30. Mise à jour de quoi, Thread 3? Ben, Thread 3 a fait une mise à jour de C++. Et là, maintenant, il y a Thread 2 qui vient de passer, qui va lire, qui fait une lecture, qui dit écoute-moi bien, Java c'est 10. C'est Thread 2. OK? Thread 2, son rôle, c'est de lire. Ouais. Donc, quand il lit, fait un petit for each, il va trouver que Java 10. Pas de problème. Et il continue de faire de boucler, hein, parce que son rôle, c'est de parcourir un petit peu la HMAP. Donc, du coup, elle parcourt. Qu'est-ce qu'on voit? Il a C++ à 30, parce que oui, ça a été mis à jour par Thread 3. Ouais. Et puis, il a JavaScript à 2, parce qu'on n'a jamais mis à jour JavaScript. Donc, ça garde la valeur initiale qui est 2. OK. Et la map finale, qu'est-ce qu'on a? On a Java 10, C++ 30 et JavaScript 2. C'est très bien. Concurrent HMAP est idéal pour les applications où vous devez effectuer de nombreuses opérations en lecture et en écriture.
car elles permettent d'éviter les blocages en assurant la cohérence des données. Maintenant, voyons les blocking queues. Ben, blocking queue, c'est une interface qui permet d'implémenter des queues thread safe qui bloquent les threads lorsqu'elles sont pleines ou vides. Parfait pour la gestion des tâches ou des threads producteurs-consommateurs. Voyons tout de suite un exemple de blocking queue. Ok? Nous allons créer une méthode pour cela. Public static void. Utiliser blocking queue. Voilà. Bien. Et on va mettre un petit 6 tranquillement comme ça pour dire, pour délimiter tout ça. Pourquoi pas? Ouais. Parfait. Ce qu'on va faire, on nous a dit c'est une relation de producteur-consommateur. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, on va créer deux threads. Dans l'un est le producteur et l'autre est le consommateur. Ok. Avant tout, on va créer notre objet. Ok? On va créer un objet qui serait une file d'attente ou bien une queue quand on peut l'appeler, comme on peut l'appeler, d'accord? On va dire c'est un array blocking queue de string. On va rester sur la même philosophie avec les langues. Ok? Oui. Et new array blocking queue. On va dire que c'est une queue qui prend trois éléments par exemple comme capacité de la queue. Ok? Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un thread qui sert à alimenter la queue. On va nommer notre thread producteur. Créer thread. Bien. Thread producteur. New thread. Bien. Queue.add. On va ajouter Java. Parfait. Oui. Et on va simuler un petit temps d'attente. Mais avant tout, faisons un petit try catch, comme ça on n'aura pas à le faire à tout bout de champ. On va le faire ici, try. Catch. Exception. Et puis ce qu'on va faire, on va dire thread. Current. Interrupt. Bien. Et là, on vient tout juste d'ajouter Java. On va simuler un petit temps d'attente, ok? On va dire thread.sleep. Ok, oui. Et peut-être qu'on devrait donner une petite information visuelle aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pourquoi pas? On peut le faire. Java a été ajouté à la queue. Bien. Maintenant, nous allons faire la même chose pour JavaScript. Peut-être. Oui. Exactement la même chose. Ok? On va taper JavaScript a été ajouté. On fera la même chose pour C++. Bien. Notre thread producteur sert à ajouter, à alimenter notre queue en éléments. D'accord. On ajoute 3 éléments toutes les demi-secondes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de tenter d'ajouter autre chose. Ok? On a ajouté Java, JavaScript, C++. Quel autre langage qu'on peut ajouter? On va dire Python. Python? Ouais. Pourquoi pas? Python, ouais. Ok, on va dire queue.add Python.
Bien. On fait ça. Et on doit faire exactement la même chose ici. J'ai écrit 50 plus. Hein? OK. Donc, on va écrire Python. Si je fais copier-coller, ça devrait marcher. Sachant que, ici, la capacité de notre queue, c'est 3 éléments. Oui. Oh là, on en est au 4e élément. Tu vois un peu le délire? Oui. Donc, la queue serait déjà pleine. Vraiment. Ah, avant d'ajouter ce 4e élément, on aura une queue pleine. En théorie. OK? Donc, on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? D'après toi? Ça va être bloqué. Jusqu'à ce qu'il y ait de la place. D'accord. Pas de problème. Voilà. Ok. Donc maintenant, le consommateur va arriver. Parce que là, on vient de faire pour le producteur. Le producteur, lui, il fournit des trucs. Hein? Dans quoi? Dans une queue qui a une capacité de 3. Sauf qu'il en est déjà à 4 éléments. Il sera bloqué au 4e. Maintenant, nous allons créer des threads consommateurs. Bien. C'est un thread, tout simplement. Thread. On va appeler Consumer. Pourquoi pas? consumer. Ok. Consumer. New thread. Ici, nous allons demander à notre thread de consommer tout ça. Donc, on va écrire pour consommer, on va devoir récupérer l'élément. Ouais. OK? Oui. Donc, ce sera quoi? On va faire un petit 6O de préférence, ok? Ouais. 6O. 6O. Consommer. Consommer. Petite méthode. Listen. Q. Take. Là, il nous faut faire un petit try catch. Tu vois, on en a parlé. Oui. Ce sont des checked exceptions. Ça nous oblige. Oui. Exactement. On a vu ça dans la précédente vidéo. Donc, il nous faut faire un petit try catch. Sauf que moi, je ne vais pas prendre le soin de réfléchir sur le type d'exception. Je vais juste mettre exception, globalement. OK? Et puis, je vais faire thread. .current thread. .interrupt. Bien. Là, ça nous laisse tranquille. C'est ce qu'on a dit. Oui. Et du coup, il a consommé le premier élément. Il est content. On va slipper un peu. OK? Thread.slip. On va mettre 1 seconde. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose une deuxième fois. Oui. Parce que là, ce qu'il vient de consommer, là, c'est quoi d'après toi? C'est le premier élément. Donc ici, il va consommer Java. En réalité, consomme Java. Et si on fait ça une deuxième fois, il va consommer le premier élément. Ce sera plus Java parce que Java a déjà été consommé. Oui. Ce sera quoi? Le deuxième élément qui est... Voilà, ce sera JavaScript. Bien. OK? Oui. Et si on fait une troisième fois, C'est ce sera quoi? C'est C++. Exactement la même chose, troisième fois. Et là, c'est C++. Bien. Et là, après, on pourra démarrer en fait nos threads tranquillement. D'accord, oui. Nous allons démarrer nos threads. On va dire producer.start consumer.start. OK. Producer.join consumer.join. Je vois que tu as oublié quelque chose. Oui. On avait fait un 4e join, non? Attends. 4e. On avait ajouté Python. Oui, on avait ajouté Python, effectivement. Le but d'ajouter Python, c'est de simuler
un temps d'attente parce que la queue sera pleine Oui. et que on ne pourra plus ajouter tant qu'on n'a pas encore consommé. Tu vas voir, ce n'est qu'après avoir consommé que tu pourras ajouter ton Python. D'accord. C'est ça le but. D'accord, ok. Continue alors. Bien. Ici, nous allons tout simplement tester pour voir le résultat. On fera forcément appel à cette méthode dans la méthode main. Ici. Bien. On va lancer l'application maintenant. Un petit clé, hein? On lance l'application. Qu'est-ce qui se passe ici? Java a été ajouté à la queue. Consommer Java. Java, ouais. JavaScript a été ajouté à la queue. Consommer JavaScript. C++ a été ajouté à la queue. Python a été ajouté à la queue. Consommer C++. Du coup, il ajoute quand même Python. Oui, Okay. Python est ajouté parce que, pourquoi? Mais parce que tout simplement, il a vu qu'il y a de la place. Ouais. On a consommé ce qu'il a ajouté un peu. Tout ce qu'il a ajouté, on a déjà consommé. Oui. Il y a de la place. Ta queue a une capacité de 3. Oui. J'ajoute Java, Ouais. le consommer, là, j'ai consommé. Donc, ça libère de la place. Ouais, c'est vrai. Donc, je peux. D'accord. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, Blocking Queue est parfaite pour gérer des files d'attente de tâches, en particulier dans les applications concurrentes où l'on veut que les threads attendent que des éléments soient disponibles ou que de l'espace soit libéré dans la queue. Et voilà, vous avez maintenant une meilleure compréhension des collections Java et de la façon dont elles s'intègrent dans des scénarios avancés. N'oubliez pas que le choix de la collection est crucial selon le type des données que vous manipulez et les performances de votre application. Et surtout, gardez à l'esprit la hiérarchie des collections entre liste, queue, set et map. Chaque collection a des caractéristiques uniques adaptées à des cas d'usage spécifiques. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et laissez-nous vos questions en commentaire. On se fera un plaisir de vous aider. Et surtout, ne lâchez pas votre écran noir parce que la pratique, c'est la clé.